Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va le faire un petit tour du côté de l'actu. On continue un petit peu la saga avec les processeurs Intel 13 et 14e génération qui avaient des soucis de stabilité. On a aussi des rumeurs en ce qui concerne les RTX 5000 et RDNA 4 et 5. Et aussi des papiers un petit peu fantaisistes qui sont passés ces derniers temps. Enfin bref, allons-y, c'est parti. Vous avez acheté ou monté un nouveau PC, vous avez besoin d'une clé Windows ou de la dernière version d'Office, alors n'hésitez pas à profiter des offres de chez Godil24. Avec par exemple 50% de réduction sur les clés Windows avec le code de la chaîne VCG50. Et si vous cherchez la dernière version d'Office ou un bundle Windows plus Office, vous pouvez avoir 62% de réduction grâce au code VCG62. Et sur le site, vous trouverez en bas de la page de l'offre les instructions pour passer commande avec toutes les étapes et comment utiliser leur moyen de paiement par PayPal. Et une fois le paiement validé, en quelques minutes, vous recevrez là où les clés que vous avez commandées par email ainsi que les instructions pour les utiliser, donc pensez bien à vérifier dans votre répertoire spam au cas où le mail s'y trouverait. Et si vous rencontrez un problème quelconque, n'hésitez pas à contacter l'assistance 24h sur 24, 7 jours sur 7 qui vous accompagnera en cas de problème. Tous les liens seront dans la description de la vidéo et comme d'habitude, merci à vous si vous achetez une clé car ça permet d'aider la chaîne tout en ayant pour vous quelque chose en retour. Et également merci bien sûr à Godil24 pour sponsoriser cette vidéo. Alors on commence du côté des rumeurs avec AMD au niveau des processeurs. Alors ça concerne majoritairement jusqu'ici les processeurs pour PC portable, les APU, qui ont une partie graphique intégrée et une partie AI. Et bien jusqu'ici, au niveau des processeurs chez AMD, sur tout ce qui était mobile, on avait les gammes HS, H et U. Et bien apparemment tout ça serait remplacé avec du Ryzen AI au niveau du nom des processeurs. J'avoue que ça laisse un petit peu perplexe puisque je trouve le nom absolument horrible. Alors je sais pas si AMD est en train de faire un concours avec Intel pour les plus mauvais noms de processeurs possibles, parce que c'est vrai que chez Intel avec les Core Ultra qui sont sortis dernièrement, qui apportent plus de confusion qu'autre chose, Ryzen AI c'est pas franchement terrible non plus. Et c'est vrai qu'au niveau de la nomenclature, ça reprend un petit peu le même schéma que ce qu'a fait Intel justement avec les Core Ultra, puisque jusqu'ici on avait les Ryzen 9, quelque chose, 7000, 8000 ou 9000, enfin peu importe, eh bien on repasserait là aussi, tout comme chez Intel, à des chiffres beaucoup plus bas. On passerait par exemple maintenant sur du Ryzen 9 AI HX 170, tout comme chez Intel c'est des Core Ultra, 170, 270, 280, enfin je sais plus exactement. Bon alors après au niveau du branding, j'ai envie de dire, c'est pas la première fois qu'on revient sur des chiffres un petit peu plus bas, c'est déjà arrivé à plusieurs reprises, que ce soit chez AMD, Nvidia ou même Intel, hein. On repart de zéro avec une nouvelle gamme. Bon, c'est vrai qu'avec des gammes très établies, par exemple comme chez Intel avec les Core i, c'est un petit peu plus compliqué, parce que les Core Ultra du coup les gens savent pas trop ce que c'est. Déjà que les Core classiques c'était pas évident, mais là, bon, c'est encore un petit peu plus difficile, et chez AMD, bon, c'est vrai que les Ryzen n'étaient pas si vieux que ça, mais c'est vrai qu'au niveau du nombre de générations, au niveau des chiffres, c'était allé assez vite. On est vite passé des Ryzen 1000 au Ryzen 8000 en quelques années. Enfin bref, que ce soit chez AMD ou Intel, hein, pour le coup, je trouve les nouveaux noms assez moches. Après, bon, comme d'habitude, hein, on s'y fera au fil du temps. Bon, par contre, c'est pas encore 100% sûr en ce qui concerne le nom Ryzen AI, hein, ce sont des rumeurs pour l'instant, ça a fuité de la part de chez Lenovo il me semble. On en saura probablement plus au Computex qui doit arriver dans environ 2 semaines. C'est là qu'on aura beaucoup plus d'infos, donc on verra bien comment ça se passe. Bon après, hein, pourquoi pas. Alors on continue toujours chez AMD, toujours du côté des processeurs, avec les Ryzen 8000F qui sont maintenant sortis de manière officielle. Alors sur la chaîne on avait déjà testé les 8000G, qui sont des processeurs avec partie graphique, et on avait testé principalement la partie graphique. Les Ryzen 8000F, ben, ce sont les mêmes processeurs, à très peu de choses près, mais sans la partie graphique, ce qui leur enlève quand même beaucoup d'intérêt. Alors déjà, pour rappel, hein, les Ryzen 8000G, à la base, c'est du recyclage de puces qui sont normalement utilisées sur les PC portables. C'est porté sur les PC de bureau, et c'est vendu à un tarif pas forcément très intéressant. Le gros problème du 8700G à sa sortie, par exemple, c'était son tarif qui était beaucoup trop élevé. Ben là, pour le 8700F et le 8400F, les tarifs sont un peu plus agressifs. Malgré tout, ces processeurs-là ont quand même deux gros problèmes par rapport au Ryzen 7000 actuel. Déjà, bon, ce qu'il faut bien se rappeler, hein, c'est que malgré le fait que ça s'appelle des Ryzen 8000, c'est la même architecture. À la base, c'est toujours du Zen 4. Le Ryzen 8700F, par exemple, par rapport au 8700G, il n'y a pas la partie graphique et il y a des fréquences 100 MHz plus basses. Et pour le 8400F par rapport au 8500G, c'est le même processeur sans la partie graphique, mais avec 300 MHz de moins. Bon, au niveau des fréquences, ça peut se changer dans le BIOS et tout ça.
pas de problème particulier de ce côté-là. Par contre, un des gros problèmes entre les Ryzen 8000 et Ryzen 7000, eh ben, c'est là au niveau de la quantité de cache. Celui-ci est divisé par deux, puisque par exemple entre un 7700X et un 8700F, ben, on passe de 40 mégas à 24. Bon, le cache de niveau 3 est divisé en deux, le cache L2 il me semble qu'il reste le même. Pareil pour le 8400F, on passe de 38 mégas pour les 7600 et compagnie à 22 mégas. Et le cache en gaming, hein, ça a quand même un gros impact au niveau des performances, puisque par exemple c'est ce qui permet au Ryzen X3D d'avoir de très bonnes performances en gaming. Donc couper le cache de niveau 3 en deux, ça a un gros impact au niveau des performances. C'est exactement le même problème qu'on avait sur la plateforme AM4 avec les Ryzen 5600G ou les 5500, qui étaient un 5600G sans partie graphique. Bah, par exemple, c'était quand même beaucoup moins performant que les Ryzen 5000 classiques, au niveau des performances en jeu. En applicatif, par contre, c'est plutôt kiff-kiff. L'autre problème avec les Ryzen 8000, ben, c'est qu'au niveau du nombre de lignes PCI Express, au niveau de la carte graphique, en fait, il n'y a que 8 lignes PCI Express de disponibles. Ce qui veut dire que sur les 16 que vous avez normalement, sur votre carte graphique, la plupart du temps, en dehors des cartes entrée de gamme, là du coup vous en avez plus que 8. Et ça c'est aussi un problème, puisque dans certains cas ça peut aussi faire baisser vos performances en jeu. Donc c'est vrai que ces processeurs-là, les 8000F par rapport à la gamme Ryzen 7000 classique, elle n'a pas grand intérêt. Par exemple, le 7500F, ça coûte 10 balles de plus officiellement, ça les vaut largement, les 10 balles de plus par rapport au 8400F. Pareil, en ce qui concerne le 8700F, 270 balles au niveau du tarif annoncé, ça paraît correct sur le papier, mais c'est vrai que dans le commerce, on trouve les 7700, 7700X à plus ou moins le même tarif. Pareil, le 7800 X3D, on le trouve assez régulièrement maintenant aux alentours des 320 € chez nous actuellement, donc... Les tarifs des Ryzen 7000 ont tendance à baisser, puisqu'on sait aussi que Zen 5 va plus tarder à être annoncé, et ça sera mis sur le marché en fin d'année. Donc c'est vrai que du côté des Ryzen, en ce moment, les tarifs ont tendance à baisser un petit peu. Donc bref, si vous faites une config sur plateforme L5, faites quand même très attention avec ces Ryzen 8000. Si au niveau du tarif, ils sont vraiment beaucoup plus intéressants, ça peut s'entendre, selon certains usages, mais la plupart du temps, par exemple entre un 8400F et un 7500F, je prends un 7500F tous les jours, à part si le 8400F coûterait 100 balles au lieu de 170, 180, le tarif actuel du 7500F par exemple. Mais il faut vraiment qu'il y ait un écart de tarif substantiel pour que ce soit vraiment intéressant. On part maintenant du côté de chez Nvidia avec les RTX 5000. Alors, on entend énormément de choses en ce moment, et il est quand même important de rappeler, comme à chaque fois, que ce sont des rumeurs. Ceux qui vous disent les RTX 5090 vont sortir à telle date, à tel prix, ça va consommer autant et à telle performance, c'est du mytho le plus total, on n'en sait foutrement rien. Tant qu'on n'a pas les infos officielles, il est totalement impossible d'affirmer quoi que ce soit. Tout ceci, ce sont des rumeurs, c'est jamais à prendre pour argent comptant. Même si oui, on suppose que les specs qu'on a déjà entendus, qu'on a déjà vu passer pour le GB202, tout ça, il y a des chances que certains de ces trucs-là soient corrects. Pour autant, on ne sait pas encore ce que ça donnera pour les cartes du côté commercial. Et c'est vrai qu'il y a énormément de rumeurs qu'on entend en ce moment pour les 5090 et tout ça, qui ressemblent trait pour trait à ce qu'on avait entendu à l'époque pour les RTX 4090, à savoir que ça coûterait vraiment beaucoup plus cher que la génération précédente, que ça consommerait 1000 watts. Bon, on entend plus ou moins la même chose là maintenant pour la 5090, donc il est quand même urgent d'attendre, puisqu'en réalité on n'en sait rien. Là, la rumeur en ce moment, c'est que la 5080 pourrait sortir avant la 5090. On entend aussi dire qu'il pourrait y avoir des annonces au Computex, ce qui n'est pas totalement impossible, mais c'est pas sûr du tout. Donc, ce qui semble très probable, c'est que l'RTX 5000 pourrait sortir pour la fin de l'année, principalement les modèles haut de gamme, très haut de gamme, 5080, 5090, fort probablement. Les cartes du dessous, ça arrivera très probablement en 2025. Et les théories en ce qui concerne la 5080 qui sortira en premier, bon, on entend dire, par exemple, chez Moore's Law is Dead, il me semble, que la 5080 sortira en premier, puisque ça permettrait à Nvidia, par exemple, de vendre la carte en Chine, là où la 5090 pourrait pas sortir là-bas. D'où la sortie de la 5080 en premier, puisque ça permettrait également de vendre une carte avec des performances similaires à la 4090, pour moins cher, fort probablement, ce qui pourrait créer un petit peu d'enthousiasme là-bas, puisque c'est vrai que l'approvisionnement avec la 4090 et tout ça, c'était un petit peu compliqué, c'était un petit peu vendu sous le manteau, donc bon, on verra bien ce qui se passe. Je dirais que la première étape, ce sera le Computex, mais encore une fois, en ce qui concerne les rumeurs, faites attention à ce qui se dit à droite à gauche,
il y a beaucoup de choses qui sont affirmées, on n'en sait fichtre rien en fait à l'heure actuelle. Et du côté des rumeurs, en ce qui concerne AMD maintenant, du côté des cartes graphiques, alors on entend aussi un petit peu parler de RDNA 5, et principalement comme quoi RDNA 5 serait une toute nouvelle architecture, entre guillemets, là où RDNA 4 serait principalement une architecture qui corrigerait les problèmes de RDNA 3, avec aussi des nouveautés du côté de la gestion du ray tracing. Pour l'instant, on n'en sait rien non plus, mais c'est pas totalement impossible. C'est vrai que RDNA 3 avait son lot de problèmes, hein. Au niveau des performances, c'était pas aussi bon que ce qui avait été même annoncé par AMD au moment de l'annonce des cartes, ce qui était quand même assez gênant. Pour RDNA 4, on entend toujours dire qu'il n'y aurait pas de carte haut de gamme, donc pas de remplaçante de la 7900 XTX par exemple, pour la gamme RDNA 4, et RDNA 5 qui arriverait un petit peu plus rapidement, tout du moins c'est ce qu'AMD espérerait. Ça, encore une fois, ce sont des rumeurs. Alors après, ça fait un petit peu le lien avec ce papier de chez PC Gamer, qui dit ici qu'AMD serait sur le déclin total, enfin terminal, au niveau de la partie graphique, au niveau du gaming. Alors, personnellement, ce papier, pour moi, c'est un petit peu plus du clickbait, puisque très clairement, bon, c'est un avis du journaliste qui a écrit ça. Et en gros, bon, l'argument, c'est qu'au niveau des ventes, les RX 7000 se sont pas hyper bien vendus, que par exemple sur Steam, les seules cartes qui apparaissent, c'est les très haut de gamme, mais c'est vrai que, de manière générale, les cartes AMD sur les enquêtes Steam n'apparaissent pas énormément. C'est souvent très très minoritaire, même par rapport aux cartes d'NVIDIA. Je crois que la carte la plus présente au niveau de l'enquête Steam de chez AMD, c'est toujours la RX 580, et je crois que la 4090 est déjà plus ou moins au même niveau, donc c'est vrai que c'est quand même inquiétant entre guillemets. Après, l'enquête Steam n'est pas parfaite du tout, et on sait aussi que les cartes graphiques de chez AMD, selon les pays, selon les régions du monde, se vendent plus ou moins bien. Donc c'est quand même assez compliqué, mais c'est vrai qu'on estime qu'au niveau des parts de marché, AMD tournerait aux alentours des 15-20% grand maximum. Donc qu'AMD serait sur le point de quitter le marché gaming, ça me paraît quand même très peu probable. Alors après, l'auteur se base aussi sur les résultats financiers du premier trimestre 2024 d'AMD, où c'est vrai que les revenus du segment gaming est en forte baisse par rapport à l'année dernière. 48% de moins d'une année à l'autre, c'est quand même une forte baisse. Alors après, c'est à tempérer, parce que la partie gaming, ça ne contient pas uniquement que les Radeon. Ça concerne aussi principalement les puces custom qu'AMD produit pour Sony et Microsoft au niveau des consoles. Et c'est vrai qu'au niveau des ventes des consoles à l'heure actuelle, bon, on sait que chez Microsoft par exemple ça va pas bien du tout. Et chez Sony, même si ça se passe mieux que chez Microsoft, les ventes actuelles par exemple pour Sony n'ont pas répondu non plus aux objectifs. Donc que ça a un impact sur les résultats d'AMD, c'est plutôt normal. Et en plus de ça, apparemment, les ventes de Radeon sur ce premier trimestre n'ont pas été incroyables non plus, mais c'est plutôt logique là aussi. On est sur la deuxième partie de la vie de la génération de cartes graphiques actuelles, c'est normal que ça redescende. En plus de ça, Nvidia a mis sur le marché les RTX 4000 Super, et même si AMD a lancé sur le marché en même temps que les RTX 4000 Super, la 7600 XT et la 7900 GRE avec un lancement mondial, bon, ces deux cartes-là n'ont pas un impact énorme non plus, même si elles peuvent être intéressantes, principalement la 7900 GRE. Donc bref, est-ce qu'AMD est en danger, je dirais, au niveau de la partie Radeon? C'est clairement pas la partie qui rapporte le plus d'argent à AMD à l'heure actuelle. Pour autant, ça reste une activité importante pour AMD. Ils fabriquent beaucoup de puces custom principalement en ce qui concerne les consoles. Il y a aussi tout ce qui est le marché des PC portatifs type Steam Deck. Ça, c'est un marché qui est en plein essor, donc c'est un marché très important. Et de toute façon, AMD, normalement, devrait aussi produire les futures consoles, PlayStation 6 et peut-être la prochaine Xbox, s'il y en a une, ce qui n'est pas vraiment sûr à 100% vu ce qui se passe en ce moment. Mais c'est vrai que du côté de chez Microsoft, on peut imaginer aussi que s'ils sortent du marché des consoles traditionnelles, ils pourraient s'approcher d'un modèle un petit peu plus similaire au Steam Deck, par exemple. Ce qui paraît pas forcément déconnant. Mais bon, c'est vrai que si on compare les revenus de la partie graphique par rapport au processeur, c'est clairement pas le même délire. Du côté des data centers chez AMD, c'est une augmentation de 80% d'une année à l'autre. Et au niveau de la partie client, tout ce qui est donc processeur PC portable et PC de bureau, on est aussi sur une forte augmentation. Et ça rejoint un petit peu une autre étude de chez Mercury qui montre que du côté des serveurs, AMD est clairement sur une très grosse dynamique. Ils ont beaucoup progressé. Si on reprend les chiffres de 2017, ou du côté des data centers,
C'était 1,4%, AMD est maintenant à quasiment 25%, c'est une très forte augmentation. Malgré tout, bon, ça reste, Intel reste encore hyper dominant, hein, 75% de part de marché, c'est énorme. Mais c'est vrai qu'AMD, petit à petit, il ronge quand même beaucoup les parts de marché de chez Intel. Et du côté des processeurs pour PC de bureau, c'est vrai que là aussi, petit à petit, AMD progresse avec la plus haute augmentation pour le premier trimestre 2024, où AMD fait très clairement mieux qu'Intel ici. Donc c'est vrai que d'un côté, on a la partie processeur qui se porte vraiment très très bien, la partie graphique, elle fait moins bien à l'heure actuelle. Mais bon, de là à dire qu'AMD quitterait le marché du GPU ou des parties graphiques, si par exemple RDNA 5 ne fonctionne pas, c'est quand même très peu probable. Il repartirait probablement de zéro, mais AMD n'a pas franchement intérêt à quitter le marché de la carte graphique ou du GPU en général. Donc bref, tout n'est pas rose en ce qui concerne les Radeon chez AMD, ça on le sait, les GPU sur PC de bureau, il y a quand même des petits soucis, et on espère qu'ils seront réglés au fil du temps, et qu'ils rattrapent aussi le retard sur certains points chez Nvidia. Mais bon, de là à dire qu'ils vont quitter le marché de la carte graphique, j'y crois quand même moyen. Enfin, pour moi, l'article de chez PC Gamer, c'est quand même plus du clickbait qu'autre chose. Après, on sait que quand l'actu est assez lente, comme c'est le cas en ce moment, on est un petit peu dans le creux de la vague en ce qui concerne le matos et le hardware. Bon, il y a parfois des papiers qui sortent qui servent plus à faire du clic qu'autre chose. Pour moi, c'est un petit peu le cas ici. Et on passe maintenant du côté de chez Intel, du côté des processeurs. Alors, la dernière fois, dans la dernière vidéo des news, on avait parlé des processeurs 13 et 14e génération qui avaient des soucis de stabilité. Il y avait des histoires de BIOS qui allaient sortir pour apporter un réglage de base pour les processeurs de chez Intel qui devrait corriger ces soucis de stabilité en baissant principalement la consommation maximale. Alors, depuis, bon, il y a des BIOS qui sont sortis, mais ça, je dirais que c'était des BIOS un petit peu lancé en catastrophe par les fabricants de cartes mères. Intel a maintenant un petit peu plus communiqué sur le sujet, pour plus ou moins dire qu'en réalité, que rien ne change, puisqu'ils ont maintenant fourni des recommandations pour les fabricants de cartes mères en proposant plusieurs profils. Donc il n'y aurait toujours pas de profil de base pour les processeurs d'Intel, ce que je trouve quand même assez surprenant et même un petit peu malheureux, mais on aurait des profils recommandés de la part d'Intel pour les fabricants de cartes mères, selon que la carte mère soit suffisamment costaud ou pas, ce qui est un petit peu particulier on va dire. Donc il y aurait des profils baseline qui ne sont pas vraiment définis, on aurait des profils performance et des profils extrêmes qui correspondent. Les profils extrêmes, c'est plus ou moins ce qu'on a à l'heure actuelle, c'est-à-dire que tout est à fond de balle, c'est la fête du slip. Le profil performance, ce serait un petit peu moins gourmand, un petit peu plus normal on va dire, mais ce serait toujours malgré tout quelque chose de très très énergivore, peut-être un petit peu plus stable. Et la justification sur le fait qu'il n'y ait pas de profil baseline sur certains processeurs de chez Intel, c'est tout simplement que pour les processeurs K, il n'y en aurait pas. Pour les non-K, apparemment oui, pas les autres. Bon, c'est un parti pris. Après, je pense aussi que, comme on l'avait déjà dit, Intel est un petit peu coincé, que ce soit du point de vue des performances en benchmark, comparé aux processeurs de chez AMD par exemple, où ils ont besoin vraiment que leurs processeurs consomment énormément pour rester compétitifs. Avoir un profil baseline qui baisserait fortement les performances, comme il y a déjà eu des tests chez Hardware Unboxed et tout ça, c'est pas très vendeur pour Intel. Mais c'est vrai que du point de vue consommateur, personnellement j'aimerais bien qu'il y ait un profil de base, même pour ces processeurs-là, puisque c'est pas parce qu'ils sont overclockables qu'on ne veut pas avoir un profil de base avec des performances, je dirais, garanties, entre guillemets, qui soient communes à tous ces processeurs-là, et après qu'on nous laisse la possibilité de les pousser un petit peu plus avec des profils performance ou extrêmes, pourquoi pas, mais qu'il y ait un profil stable de base qui normalement doit fonctionner pour tout le monde. Mais bon, ce qui est le plus malheureux dans l'histoire, je trouve, c'est que ça résout pas et ça ne répond pas vraiment non plus aux problèmes de stabilité qu'ont ces processeurs. Enfin, vous avez été plusieurs à parler de ces soucis de stabilité, même dans les commentaires, même sur certains tests de jeu et tout ça, donc il y a vraiment un souci avec les processeurs Intel à l'heure actuelle quand ils tournent à fond de balle. Et ça risque de s'empirer dans le temps, donc ça me laisse toujours un petit peu perplexe sur cette histoire, et j'espère vraiment qu'ils tireront ça un petit peu plus au clair. On revient aussi rapidement du côté de chez Nvidia avec une rumeur. Alors apparemment, Nvidia sera en train de bosser avec Mediatek pour pouvoir proposer des produits sur le segment gaming portable sur PC, donc des Steam Deck-like, qui sont très tendance à l'heure actuelle, et c'est vrai que c'est un marché qui échappe totalement à Nvidia à l'heure actuelle, puisque pour la majorité des APU qui sont utilisés sur ces machines-là, jusqu'ici c'est principalement du AMD, en dehors du MSI Clo qui utilise un APU de chez Intel. Donc
C'est vrai que pour Nvidia, ben, c'est problématique, hein, puisque la grande force, je dirais, d'Intel et d'AMD, c'est de pouvoir proposer un SoC avec à la fois processeur et carte graphique. Nvidia produit des cartes graphiques, mais c'est vrai que du côté processeur, bon, ils ont une licence ARM, ils ont produit des processeurs ARM par le passé, donc je sais pas si cette histoire de partenariat avec Mediatek, c'est réel ou pas. C'est vrai que ça paraît surprenant, puisque Nvidia peut faire des processeurs aussi, ils en ont déjà fait. Donc est-ce qu'ils ont vraiment besoin de Mediatek pour faire ce genre de produit? J'en sais rien, peut-être, hein. Mais ce serait intéressant de voir Nvidia débarquer sur ce segment de produit aussi, puisque la grande force d'Nvidia à l'heure actuelle en ce qui concerne les GPU, ben, c'est principalement le DLSS, et c'est vrai que d'avoir accès au DLSS sur un Steam Deck-like, point de vue qualité d'image, ce serait clairement un plus, puisqu'au niveau de l'upscaling, bah même à très basse résolution, le DLSS produit une image plus stable et plus nette que le FSR par exemple. Donc c'est vrai que ce serait très clairement un plus sur ce marché-là, mais est-ce qu'ils ont vraiment besoin de Mediatek? Est-ce que ça va vraiment se faire? On n'en sait rien. Mais apparemment, hein, au niveau des rumeurs, bah, ils seraient aussi en train de bosser avec un processeur avec partie intelligence artificielle et tout ça, donc on verra bien. On sait aussi qu'NVIDIA sera présent dans la future Switch 2 de chez Nintendo, donc ça risque de bouger un petit peu de ce côté-là. Plus de concurrence, c'est jamais une mauvaise chose, hein. On verra bien comment ça se passe. Et puis ben voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si la vidéo vous intéressait et que vous voulez soutenir la chaîne, les machins de YouTube, c'est débile mais ça aide. Et sinon, il y a également bien sûr la page Ko-fi de la chaîne, si vous voulez me soutenir directement, ça m'aide vraiment énormément. Et donc merci à tous les contributeurs comme d'habitude. Sinon, on se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, salut!